tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 22 qui va du 27 mai au 2 juin. Alors cette semaine, j'ai vu une vidéo sur Doom non euclidien. En fait, ce sont des gens qui se sont amusés à bidouiller un petit peu les variables de Doom et notamment la variable pi. Et juste en changeant pi en fait dans le Doom, comme c'est un jeu en 3D, donc on va l'utiliser pour faire les rotations, pour faire les déplacements, etc. On commence à arriver sur des choses particulièrement étranges et particulièrement dérangeantes. Bien sûr, quand le jeu se lance, parce que la plupart du temps, il se crache puisque il y a des choses qui sont complètement injouables. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle Arrêter d'utiliser Google Drive et iCloud. C'est une sorte d'état des lieux sur des solutions de stockage existants et la façon dont on peut se passer des grosses solutions pour souvent bien moins cher. Alors effectivement, moi je me pose pas mal de questions là-dessus et je pense que peut-être suite à mes réflexions et encouragé par cette vidéo, je pense que je vais investir dans un NAS personnel pour pouvoir stocker mes données sans les mettre à disposition des Google et autres GAFAM. J'ai vu aussi le clip du Parti Pirate qui a été diffusé à la télé. Alors j'aime bien ce que propose le Parti Pirate depuis pas mal d'années et je suis très content de voir que leur clip de campagne est diffusé à la télé, que ce soit France 2 et Arte. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne avancée, on va dire. J'ai vu la vidéo Le mensonge du second cerveau, Obsidian, Zettelkasten, Notion. Alors malgré un titre très putaclic, en fait, cette vidéo explique les grands principes du second cerveau, son utilité, comment les mettre en place et que le second cerveau, ce n'est pas magique mais c'est quelque chose qui nécessite effectivement de l'investissement personnel, de trouver sa méthode, de trouver son but et de trouver en fait sa façon de fonctionner. Voilà, donc le titre est très putaclic par rapport au contenu de la vidéo, mais le contenu de la vidéo est intéressant. J'ai vu aussi le trailer des Maîtres du Temps de René Laloux de 1982. Alors ça fait partie de toute la vague des dessins animés pour adultes français des années 80-90. Et en fait, il y avait quand même un certain nombre de choses qui méritent d'être sauvées et redécouvertes. Il y a quand même des trucs assez impressionnants. Et donc voilà, donc les Maîtres du Temps, ça en fait partie. C'est une histoire de SF qui est plutôt originale en fait, et puis surtout dessinée par Mobius, donc ça ne gâche rien. J'ai vu aussi la vidéo How to Turn Your Life into a Video Game. Donc c'est essentiellement une présentation de différentes applications plutôt que les concepts qui soutiennent ces applications et qui soutiennent en fait la gamification de sa vie. C'est sympa, mais au final j'aurais aimé avoir plus de billes pour créer mes propres jeux, créer mes propres ressources en fait pour gamifier ma vie plutôt que se reposer toujours sur des apps et puis multiplier les apps sur son téléphone portable, sur son PC, etc., etc. J'ai vu une vidéo qui s'appelle J'ai écrit un livre avec mon second cerveau, ma méthode sur Obsidian. Alors ce sont des principes très intéressants. Les 3-4 premiers principes tournent autour effectivement du PKM, donc du gestionnaire de connaissances et du second cerveau. La suite c'est un peu plus dans l'édition de livre, ça m'a un peu moins parlé. Ça reste un peu en dehors de mes besoins, mais pour les 2-3 premiers points, la première partie de la vidéo est assez intéressante. Et j'ai vu une dernière vidéo, Why I'm Against Atomic Notes and Mini Essays. Donc c'est une explication de ce qu'on peut reprocher en fait à tout ce qu'on appelle des notes atomiques, les notes permanentes, la méthode Zettelkasten, etc., qui est très utilisée en fait dans les seconds cerveaux et dans Obsidian. Mais malgré des bons points, l'auteur de la vidéo fait aussi un peu l'impasse sur le fait qu'une méthode, ça doit correspondre à un besoin, à une méthodologie de travail, à un objectif, et que son besoin à lui, c'est pas forcément le même que celui des autres, que sa façon de faire et sa façon de voir les choses, c'est pas forcément la même que celle des autres, et que peut-être que si la méthodologie Zettelkasten ne lui convient pas, et que sa méthodologie qu'il a mis en place lui convient, tant mieux, mais ce n'est pas, une vérité absolue. Une autre personne va pouvoir dire que sa méthode ne lui convient pas et que le Zettelkasten non plus, et va devoir trouver et définir sa propre méthode de travail et d'avancer dans la gestion de son de connaissances personnelles. Cette semaine, j'ai lu un article, c'est The Most Unusual Gameplay Mechanics in Tabletop Games. Donc c'est un tour d'horizon des mécaniques de jeu originales dans les jeux de rôle. Et moi j'ai noté plusieurs choses. Alors il y a Dredge déjà avec son système de Jenga pour faire monter la tension. Il y a d'autres jeux qui vont amener des flashbacks, amener des règles d'initiative, etc. Je trouvais qu'il y avait des idées pas mal à prendre un petit peu en termes de game design. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans l'article. J'ai aussi lu un article sur comment entretenir sa poêle en inox. Et oui, je suis en pleine réflexion sur le changement de mes poêles puisque suite aux différentes études sur les PFAS, donc qui sont les polluants éternels en fait, qui sont utilisés dans les revêtements anti-adhésion des poêles, qui en plus provoquent des microparticules, peuvent provoquer des problèmes de santé, etc., etc. Du coup, je m'oriente plus pour remplacer mes poêles qui sont un peu vieilles par des poêles en inox. Et alors, l'entretien a l'air d'être plus compliqué sur l'inox, mais derrière, ça a l'air d'être un peu plus sain pour manger des trucs un peu meilleurs. J'ai lu un article sur File Over App.
Un article sympa sur le fait qu'il faut bien réfléchir au futur quand on prend ses notes et qu'on crée du contenu pour être certain qu'on puisse encore l'utiliser dans un futur plus ou moins lointain. Typiquement avec Obsidian, on prend des notes en Markdown, c'est un simple fichier texte qu'on peut ouvrir avec n'importe quel outil de texte, même sur un ordinateur des années 80 voire 70. Donc une des méthodes pour savoir si notre système est viable dans le temps, c'est de prendre ces fichiers, de voir s'ils peuvent être ouverts sur des ordinateurs qui sont plus vieux de 20 à 30 ans. Et comme ça, on voit si le système de fichiers ou la façon de faire était déjà supporté à cette époque-là et l'est toujours maintenant. On peut se dire que ça risque de perdurer dans le temps. Mais en tout cas, c'est effectivement une piste de réflexion à garder en tête. C'est-à-dire que si dans 6 mois, vous utilisez Notion et que Notion change complètement son business model et change les options pour télécharger ses notes, etc. Si dans 2 ans, vous vous rendez compte que le système que vous utilisez au final n'est plus supporté ou que la technologie a évolué ou que vous passez par exemple de Windows à Mac, juste ça, peut-être qu'il faut se pencher sur un système de gestion de la connaissance, de gestion des notes qui puisse perdurer dans le temps, quel que soit le système, voire même essayer de trouver quelque chose qui permette d'imprimer au besoin en dernier recours si aucun autre ordinateur n'arrive à le lire, mais de pouvoir toujours avoir la possibilité d'imprimer ces notes. Et le dernier article que j'ai lu cette semaine, c'est Ocean Fake News sur la voiture électrique. Donc, c'est plusieurs débunkages sur les arguments contre la voiture électrique. Ça rappelle aussi dans l'article, et c'est ça que je trouve très très intéressant, que la voiture électrique, c'est une solution au problème actuel, mais ce n'est pas une solution sur le long terme pour le climat, puisqu'il est bien dit que la voiture électrique permettrait d'améliorer les choses si elle remplaçait les voitures thermiques, mais le problème reste le fait que toute l'infrastructure des villes est pensée autour de la voiture et qu'il faudrait la penser différemment pour vraiment avoir un impact important sur l'écologie. Cette semaine, j'ai écouté l'épisode de Big Data Hebdo avec Florian Hayden sur DBT, donc un épisode super intéressant sur le logiciel DBT. DBT, ça applique une philosophie ELT, donc Extract, Load and Transform. Et en gros, c'est des applications de transformation full SQL avec toute une surcouche qui permet de suivre ce qu'on appelle le lineage des data. Donc en fait, un petit peu la vie de la data et d'où elle vient, avec la possibilité aussi de pouvoir inclure ça dans une chaîne de développement et d'intégration continue, donc avec une certaine série de tests, etc. Et en fait, de pouvoir mettre en pratique les bonnes pratiques de développement autour de la data. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'épisode m'a donné très envie de tester DBT. J'ai écouté aussi l'épisode de Tech Café en supplément qui était ICQ n'est pas encore mort. Donc j'ai découvert que ICQ fonctionnait encore. Je l'avais utilisé moi il y a très très longtemps. On trouve aussi dans cet épisode un test avec du Windows XP et combien de temps il faut le laisser sur Internet avant qu'il ne soit complètement vérolé. Et aussi on parle de la politique des prix de VMware qui fait fuir les clients et plein d'autres sujets, plein d'autres choses, notamment à la fin. On retrouve un petit peu une sorte d'interview de Guillaume Podjas-Palace autour de la création de son épisode full audio. Donc, contrairement à ce que je disais, c'était pas complètement en local, mais c'était en partie fait avec Udio, donc un service en ligne pour l'épisode full musical radio Tech Café. Voilà, j'ai écouté aussi les 2 épisodes du Rendez-vous de l'étrange, qui sont les citoyens souverains. Donc, la première partie qui est une explication et des recherches sur les fameux citoyens souverains qui ne contractent pas. Je suppose que vous avez dû voir la vidéo sur Internet. Donc, c'est plutôt intéressant. On y apprend pas mal de choses. D'où vient ce mouvement, comment il s'est répandu, qu'est-ce qu'il l'implique aussi en France, par exemple, et aussi dans d'autres pays du monde. Et le deuxième partie est sur la disparition de John et Shelley Merkley. Donc c'est un cas ultra mystérieux de disparition, toujours non résolu 40 ans plus tard. Un couple qui est parti laissant ses 4 enfants tout seuls et plus personne n'en a jamais entendu parler. J'ai écouté l'épisode de Learning from Data sur la physique et l'intelligence artificielle. C'est assez pointu, j'ai pas tout pris en compte, j'ai pas tout capté, mais ça donne quand même une idée de comment l'IA peut être utilisée dans le traitement en masse de données incroyables en fait. Comme celle du CERN lorsqu'ils font des collisions avec le LHC. En fait, les données produites sont tellement énormes qu'ils en gardent qu'une seule partie et que cette partie, elle est déjà sur des téras et des teraflops de disques. Et donc, analyser en fait toutes ces données peut être compliqué. Et donc, c'est là un cas d'usage pour l'IA qui pourrait aider justement à analyser des patterns connus pour justement retrouver tout ce qui est anomalie et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut découvrir de nouveau qui sort des patterns connus justement. J'ai écouté aussi les interviews de ST Joshi sur Rollis TV, une interview très sympa du spécialiste mondial de Lovecraft. Si vous aimez bien un petit peu ce qui tourne autour de Lovecraft, je vous engage à l'écouter.
On y apprend que, notamment, ST n'est pas un joueur de l'Appel de Cthulhu, ce qui est un peu décevant, mais ce n'est pas grave. Et dernière chose, j'ai écouté l'épisode de Tech Café OK Google, pourquoi courir avec des ciseaux? C'est un tour d'horizon, sur, les recherches de Google faites avec l'IA, sur comment trouver une idée, de la culture du pays dans les LLM et on y parle aussi d'un Super Mario Maker en 3D donc voilà, pas mal de sujets très intéressants et puis c'est toujours un plaisir d'écouter Tech Café et de suivre l'actualité de ce qui s'est passé. Au niveau des choses sur lesquelles j'ai encore travaillé sur l'organisation de mon PKM. J'ai décidé un petit peu de sortir en fait, la partie gestion des tâches de, Obsidian puisque j'avais commencé à transformer Obsidian en une sorte d'usine à gaz qui ralentissait à mort, qui n'avançait plus, des plugins qui commençaient à provoquer des conflits les uns avec les autres, au niveau de mes notes, par exemple, donc c'était un petit peu, compliqué. Donc j'ai décidé de sortir cette gestion des notes et du coup de repartir un petit peu sur Todoist. Todoist qui est une petite application qui est sur, mobile et sur desktop, qui permet en plus via un petit plugin Obsidian d'avoir la visibilité en fait des tâches, donc c'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, j'ai dû pas mal discuter de ça avec FR, avec Eric, avec Caps Lock, avec Benjamin Bouvier sur Mastodon et aussi avec Mère Teresa sur Mastodon. Donc merci à tous d'avoir discuté avec moi autour de ça. Moi, ça m'a permis d'avancer sur mes réflexions, de faire des choix et de voir un petit peu ce qui se faisait aussi ailleurs, ce qui est toujours intéressant. Et sinon, cette semaine, j'ai aussi lu quelque chose qui est plus en rapport avec le jeu de rôle, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la section j'ai joué. Alors, j'ai pas réellement joué, mais par contre, j'ai lu Monster of the Week, Investigate a Mystery Hack by Goupilverse. Alors, en fait, l'idée, c'est de hacker la question que s'est-il passé ici de Monster of the Week. En fait, le move enquêter sur un mystère. Alors, je comprends l'idée, notamment parce que moi, je suis devenu assez fan de ce qui se fait en termes d'enquête émergence avec Public Access, avec Brindlewood Bay, avec The Between. Par contre, je suis pas fan de l'implémentation qui a été faite dans ce hack-ci pour Monster of the Week. En fait, je trouve que ça déporte un petit peu le propos, mais ça m'a donné envie de faire mon propre hack là-dessus. Donc, affaire à suivre. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Je remercie encore tout le monde d'avoir interagi avec moi sur Mastodon et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut.